Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée du jour a plusieurs casquettes. Docteur en pharmacie et diplômée d'une grande école de commerce, elle a occupé plusieurs postes à responsabilité dans les laboratoires pharmaceutiques renommés avant de s'investir pleinement dans ses rôles au sein de différents conseils à Monaco, dont elle est présidente ou membre. Bonjour Caroline Roguignon. Bonjour Geneviève. Caroline, je disais plusieurs conseils, enfin il y en a un qui est quand même très important parce que quand on dit Caroline Roguignon aujourd'hui, on pense CESE immédiatement, Conseil économique, social et environnemental. C'est une grande aventure ça ? Jusqu'à ce jour, c'est peut-être la plus grande aventure que je puisse vivre. En tout cas, c'est celle que je vis actuellement. Ouais. C'est un vrai plaisir, en fait. C'est vrai ? C'est vrai. Et j'ai été nommée un tout petit peu avant le Covid. Donc, ça a été compliqué au début de pouvoir bien connaître tous les membres parce que les réunions se sont beaucoup moins faites. On était moins en présentiel. Ouais. On a même quasiment arrêté de fonctionner pendant la première vague. Les 4 premiers mois, les 3 premiers mois, c'est ça ? Les 3 premiers mois. Il y avait parmi nos membres, en fait, on a des chefs d'entreprise qui étaient donc à la manœuvre chez eux, donc ils étaient très, très investis par ailleurs. Il y en a d'autres qui travaillaient plus. Enfin, il y avait vraiment une trop grande diversité, donc chacun fonctionnait à peu près tout seul. Comme il pouvait, et on s'est tous débrouillés comme on pouvait. Et depuis que le Covid est passé, donc j'ai pu organiser plusieurs réunions tous ensemble. Et maintenant, tous les membres se connaissent bien, quelles que soient leurs opinions, leurs pensées, leur activité. Ils commencent à avoir tous une complicité les uns avec les autres. Et c'est très, très agréable de se retrouver tous. Ouais. Même avec des idées très différentes. C'est d'ailleurs l'intérêt de cette assemblée, c'est que chacun a des idées très différentes, très personnelles. Et on arrive à se comprendre, on arrive à comprendre ce que pense l'autre, et c'est très, très agréable. C'est un lieu d'échange quand même, le CESE. C'est un lieu d'échange. C'est le but du Conseil économique, c'est de pouvoir discuter tous ensemble, partager notre point de vue, et de partager dans un moment un peu suspendu, hors du temps, parce qu'on est ou à l'heure du déjeuner, ou en fin de journée, un moment où on n'est pas pris par le temps. Oui, en tout cas, on n'est pas occupé par ailleurs. On est là pour discuter les uns avec les autres, pour partager des avis, pour voir l'opinion des autres sur les idées qu'on a et les faire avancer. Et c'est très, très intéressant pour la principauté parce que c'est vraiment une assemblée où il y a des acteurs du monde économique. Oui. Tous ceux qui sont là, ils peuvent être français, italiens, anglais... C'est ceux qui font fonctionner notre société, en fait. Et ils sont à la manœuvre, en fait, dans notre société, dans le monde économique, de la principauté. Comment on devient membre du CESE ? Alors, le CESE est constitué de 3 collèges. Il y a un collège de représentants des employeurs, en fait. Donc, c'est les fédérations... La FEDEM, alors ? La FEDEM qui envoie des membres, la MAF qui en envoie, la Chambre patronale du bâtiment qui envoie leurs membres. Et la IHM aussi. Et un deuxième collège est le collège des représentants des salariés. Donc là, c'est les divers syndicats de salariés. Donc il y a l'USM, la F2SM. Puis on a un représentant du syndicat hospitalier aussi. Et puis après, il y a des membres qui sont choisis par le gouvernement. Ah, il y a des membres nommés ? Nommés par le gouvernement, donc, dont je fais partie, par exemple. Il y a un avocat, il y a un expert comptable. Voilà. Tu es nommée présidente ? Et je suis nommée présidente. D'accord. Oui. C'est-à-dire, je te pose la question. Voilà, je te posais la question parce que je me disais, il y a certains présidents qui sont élus, il y a certains présidents qui sont désignés par les membres. Et toi, c'est une ordonnance. C'est une ordonnance. Ouais, exactement. Donc la durée du mandat est de 3 ans pour chacun d'entre nous, et il y a peu de renouvellement. Il y a, je dirais, un petit tiers qui est renouvelé, entre un quart et un tiers de changements, de par les changements d'activité, de par l'indisponibilité des uns des autres, de par... mais enfin, la plupart sont pérennes, donc il y a un lien qui se fait, du lien, quoi. Et plus on se connaît, et plus ça devient intéressant, en fait. Ben oui, ben oui. Alors, toi, tu viens, on l'a dit, de l'industrie pharmaceutique.
tu y viens comment? C'est-à-dire, tu choisis de devenir pharmacien? Je suis naturellement devenue pharmacien. La question, je ne me suis même jamais posé la question. C'est On vrai? dit, les jeunes se demandent ce qu'ils vont faire. Alors moi, j'avais un père pharmacien. J'avais C'est un ça. père pharmacien qui dirigeait donc à l'époque le laboratoire Theramex. Mhm. Quand j'étais jeune, quand j'étais encore plus jeune, il dirigeait un laboratoire à Paris. Mhm. Et donc c'était, et je l'ai vu, mais vraiment s'épanouir dans son métier. Enfin, il était Ouais. passionné par son Passionné. métier. Et bon, ben, sans doute qu'il a voulu me transmettre cette passion et ça a dû se faire. Enfin, ça s'est fait très naturellement en tout cas. Et C'est-à-dire que jamais tu t'es posé la question, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Toi, pour toi, c'était une évidence. c'était ça. C'était une évidence. Je me suis toujours dit, je serai pharmacienne. Ah ouais? Je prendrai la suite de mon père probablement. Ah, c'est cool. Voilà. Non, c'est vrai que j'ai pas eu ce souci et de réflexion. Quoi. Ça s'est fait, voilà. Et donc, ça veut dire que tu as suivi un cursus scolaire Alors, voilà, non. et un cursus universitaire pour passer ton diplôme de J'ai pharmacien. fait tout ce qu'il fallait pour devenir pharmacienne et pour travailler dans l'industrie pharmaceutique. C'était l'industrie Ouais. pharmaceutique. En fait, j'ai toujours vu mon père passionné par son métier et bon, pour y avoir été ensuite, il y a toute la complexité d'une entreprise, d'une Ouais. industrie quelle qu'elle soit, plus le rajout du médicament qu'on touche à la santé, de toutes les règles. C'était à l'époque le secteur le plus réglementé. Je dirais qu'aujourd'hui, un autre secteur qui a dû nous rattraper, c'est le secteur bancaire, qui nous a peut-être dépassé même. Enfin, c'est deux secteurs qui sont extrêmement réglementés. Ouais. Et effectivement, donc moi, j'ai grandi à Monaco, je suis allée à l'école ici, j'ai passé mon bac à Monaco, et je suis allée faire mes études. Alors la question s'est posée, il n'y avait pas de fac à Nice, hein, donc c'était... Il n'y avait pas pharmacie à Nice, Il n'y avait pas de pharmacie à Nice, il n'y a toujours pas de pharmacie à Nice. d'ailleurs. Le sujet est un peu dans l'air, mais enfin bon, on verra ce que ça donnera. Ouais. C'est la seule faculté qui n'existe pas à Nice aujourd'hui. Le Donc, seul c'est enseignement. Marseille. Donc c'est Marseille, Montpellier ou Paris. Et bon, Ouais. ma famille étant plutôt parisienne à la base, et mon père ayant fait ses études à Paris, et puis le fait d'avoir un lien avec Paris, c'était très important dans cette profession parce que quand même, tout se décide Tout se décide là-bas. là-bas. Les grandes agences qui dirigent les entreprises du médicament se trouvent quand même à Paris. Se trouver à Paris, maintenant c'est même en Europe, hein, mais c'est des développements européens qu'on fait. Mais... Donc j'ai fait mes études à Paris de pharmacie. J'ai adoré être étudiante à Paris. Ah ouais. Et puis j'ai continué, donc j'ai fait un DESS d'assurance qualité, donc qui allait avec le monde du médicament. Tout ça, c'était très, très orienté. Hein. C'était parfaitement orienté pour devenir industriel du médicament, diriger un laboratoire plus tard. Et j'ai adoré. J'ai fait différents stages en Angleterre ou en France dans des laboratoires pharmaceutiques, des industries pharmaceutiques. J'ai commencé à travailler chez Lilly à Paris. J'ai fait un master de marketing pharmaceutique à l'ESCP. Enfin, ma vie était là-dedans et je me suis absolument régalée dans toute ma vie professionnelle dans la pharmacie. Ah oui. Ah, Et est-ce que... Parce que tu m'as dit un jour, attention, moi, je ne suis pas en officine. C'est deux mondes, à vrai dire, complètement différents. On a un gros tronc commun dans nos études. Alors, je parle des études d'à l'époque, hein, parce que tous les programmes ont changé aujourd'hui. Mais je suis absolument persuadée que le tronc commun est toujours le même. Il y a un gros tronc commun. À l'époque, c'était 6 années d'études. Il y en avait 5 qui étaient les mêmes. Les mêmes. Et c'est durant la 6e année qu'on se spécialisait en officine ou en industrie. D'accord. En première année, on a un stage obligatoire en officine, par exemple. D'accord. Tout le monde, quelle que soit la section choisie. Parce que ma question, c'est si demain, tu devais, pour une raison ou une autre, parce que tu es quand même au Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Oui. Hein? Oui, je préside le Conseil de l'Ordre depuis quelques années. Depuis quelques années. Donc, si demain, tu devais te retrouver derrière un comptoir d'officine, est-ce que tu pourrais le faire? Alors, j'aurais besoin d'un stage de mise à niveau. D'accord. Quand même, parce que je connais les médicaments, des domaines dans lesquels j'ai ou fait de la recherche ou du développement. Enfin, je connais les médicaments qui me concernent,
bien, mais c'est vrai, je suis Tu pas... connais pas la palette, t'as pas ton Vidal sous le bras tout le temps, quoi. J'ai mon Vidal pour moi. Pour ceux qui nous écoutent, le Vidal, c'est le dictionnaire des médicaments. C'est-à-dire que quand on cherche un médicament, on va vérifier sur le Vidal sa posologie, sa composition, Son élimination, ses interactions. Voilà. C'est d'ailleurs très précieux parce que Vidal aujourd'hui, c'est consultable sur Internet aussi. Hein. On peut googler un nom de médicament et arriver sur sa fiche Vidal. Exactement. Donc, même pour monsieur et madame tout le monde, est-ce que ça, par exemple, pour toi, c'est un progrès? Le fait que chacun de nous puisse directement consulter une fiche médicament et donc arriver devant son pharmacien avec des informations déjà. C'est certainement un progrès de transparence. On vit dans un monde de transparence, mais en revanche, je pense que ça peut être un peu anxiogène pour pas mal de monde parce que les industriels sont obligés de noter tous les effets indésirables potentiels. Et même ceux qui arrivent une fois sur... Potentiel, c'est important. C'est un mot important dans ta phrase, potentiel. C'est-à-dire que les effets indésirables ne sont pas automatiques. Heureusement, sinon on ne prendrait plus aucun médicament. Oui, c'est ça. Non, il faut un médicament, il y a une balance bénéfice-risque à évaluer de toute façon. Est-ce qu'il y a plus de bénéfices à le prendre ou de risques? Parce que c'est pas... C'est une molécule, quoi. C'est une molécule, c'est quand même... C'est pas anodin. Voilà, on peut pas... C'est pas un bonbon. C'est pas un bonbon. Voilà, donc il faut, pour chaque pathologie, chaque cas, chaque problème, évaluer s'il y a plus d'intérêt à prendre le médicament ou pas. Bon, il y a des médicaments qui n'ont pas d'effet secondaire non plus, hein, mais ne serait-ce que psychologique, il peut y en avoir, quoi. Il peut y en avoir, oui. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo, ou l'effet secondaire placebo aussi. Oui, qui fonctionne. Hein. Ma question, c'était quand même pour dire à la présidente de l'ordre des pharmaciens, le rôle du conseil du pharmacien, c'est un rôle important pour toi? C'est pas moi qui vais vous dire l'inverse, c'est un rôle, mais primordial. D'autant plus, alors là, effectivement, comme tu le disais, que maintenant les personnes arrivent avec une demande de médicaments, une automédication qui se développe quand même. Et donc le rôle du pharmacien, d'arriver à évaluer s'il faut l'orienter sur un médecin ou lui conseiller ses médicaments par rapport aux autres médicaments qu'il a, les interactions médicamenteuses, avec l'alimentation parfois. Enfin, pour moi, en France et à Monaco, on a vraiment une force avec ce conseil pharmaceutique et ce pharmacien qui est là dans toutes les pharmacies, qui est disponible en permanence, qui est ouvert tout le temps. On l'a vu, on l'a touché du doigt encore plus pendant le Covid, où les pharmaciens étaient là, ils étaient ouverts, ils étaient disponibles. C'était le professionnel de santé directement accessible par tout un chacun. Dans la rue, sur le pas de la porte. Donc il a un vrai rôle et je pense qu'il en aura de plus en plus parce qu'il est toujours là et présent, quoi. Il faut vraiment, c'est quelque chose de très précieux qu'on a chez nous. On suit la même législation, hein, Monaco et la France. C'est ce pharmacien qui est réparti sur le territoire et il faut faire attention à préserver ça. Ouais. Il y a un numerus clausus de pharmacien. C'est toujours en vigueur? C'est toujours en vigueur. Ça veut, alors, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, le numerus clausus, c'est pour une base de population donnée, il y a un nombre de pharmaciens minimum et maximum, c'est ça? Exactement, c'est par rapport au nombre d'habitants, exactement, par rapport à la population. Alors, pour Monaco, on est plutôt trop nombreux, en fait. Parce qu'on a intégré aussi les personnes qui venaient travailler, donc voilà. On absorbe aussi un flux de population qui n'est pas forcément résident. Exactement. Ouais. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que, et on l'a vu pour le Covid, ça a été très précieux qu'à un moment donné, on donne la possibilité aux pharmaciens de faire les tests. Oui, tout à fait. Parce que c'était compliqué. C'était compliqué de faire la queue, c'était compliqué de prendre des rendez-vous pour aller faire des tests. Le fait que les pharmaciens se retrouvent en position de pouvoir faire ces tests-là, ça a quand même beaucoup soutenu l'effort. Ça a démultiplié les forces, en fait. Oui, c'est ça. Ça a réparti sur tout le territoire cette possibilité. Il y avait donc moins
de queue que D'attente. s'il y avait un seul endroit. Et c'est là qu'on a bien vu que c'était des professionnels de santé, quoi. Et Oui, c'est ça. Ce ne sont pas des vendeurs. ce ne sont pas des vendeurs. Et oui, parce qu'on oublie parfois. Aujourd'hui, dans les pharmacies, il y a aussi, parce qu'il faut vivre avec son temps, il y a aussi tout un espace qu'on appelle de parapharmacie, qui n'est plus... alors, ce sont des cosmétiques, ce sont des produits ou des aides esthétiques, des choses qui sont moins... Des produits de santé, de bien-être. De bien-être. Il y a beaucoup de compléments alimentaires qui se développent aussi. Ouais. Et là, il y a vraiment un rôle aussi encore du pharmacien à savoir distinguer ce qui est un médicament de ce qui ne l'est pas. En fait, quand on parle aux médecins, ils font parfois même la confusion. Les laboratoires viennent leur présenter des produits de santé et qui font du bien, qui sont pour prévenir... des pathologies ou des évolutions. Pour maintenir un bien-être, on dira. Parce qu'il y a une législation qui est extrêmement précise dans le vocabulaire à utiliser. Et c'est des produits qu'on prescrit, qui ont parfois même pas besoin de prescription d'ailleurs. Donc c'est très important le conseil, et parfois qui peuvent avoir des interactions avec les médicaments aussi. Hein, donc il faut faire... vraiment il faut être précis. Il faut être précis. Et le rôle du pharmacien, et dans ses études, il a vraiment appris justement ces méthodes d'élimination par le corps des différentes molécules, quelles qu'elles soient, et des interactions. C'est l'objet même, le fondement de ses études, quoi. Donc c'est très bien. C'est une pierre angulaire du quotidien de la société, quand même. Voilà, c'est vraiment un maillon. On peut aller demander conseil à son pharmacien pour des choses qu'on n'estime pas importantes. On s'est coupé, on a mal à la tête. Est-ce qu'au départ, le pharmacien peut nous aider? Parce que tu parlais tout à l'heure d'automédication. Il y a certainement une dérive à l'automédication. Disons qu'une automédication chez son pharmacien qui donne le bon conseil et qui vérifie surtout qu'il n'y a pas quelque chose qui puisse être sous-jacent, grave, pour pouvoir l'orienter chez son médecin. C'est un rôle qui est effectivement de plus en plus important avec la communication, les réseaux sociaux, effectivement tout le monde qui regarde, qui googleise tout ce qu'il a avant d'aller voir, même pour le médecin aussi, est certainement confronté aux mêmes problématiques. Mais c'est son rôle, comme c'est le premier abord et que c'est lui qui vend le produit, en tout cas s'il est acheté dans une pharmacie, il est très important. Et mon conseil que je peux donner, moi, aux auditeurs qui nous écoutent, c'est d'acheter tous ces produits qui sont de parapharmacie plutôt dans les pharmacies. Parce que, en théorie, le pharmacien contrôle que le produit ait été fabriqué selon les règles, que le contenu de ces produits de compléments alimentaires, une de ses responsabilités, c'est de vendre des produits qui sont conformes à la législation, qui ont été contrôlés par le fabricant. Donc, par rapport à Internet, moi, je n'achète qu'en pharmacie. Voilà. Ah oui, parce qu'on n'a pas parlé de ces médicaments qu'on peut acheter en ligne. Parce que ça aussi... Tu parlais d'ailleurs de la législation en France et à Monaco, qui est la même, qui est une législation extrêmement réglementée, très précise, etc. C'est pas le cas partout dans les pays qui nous entourent, même des pays assez proches. Hein. Et c'est ce qui nous préserve des contrefaçons. Parce qu'on n'a quasiment pas... On n'est pas confronté aux contrefaçons en France très peu, ou à Monaco. Donc c'est ça qui nous préserve, en fait. Donc ce que tu dis, c'est que quand on achète un médicament en ligne, on n'est pas certain. On n'est pas certain. On n'est pas certain de ce qu'on achète, en fait. En fait, cette possibilité qu'on a de s'acheter des médicaments en direct, parce que Internet, c'est ça. L'idée, c'est de dire, si vous voulez les acheter, ils sont là, vous pouvez les acheter. C'est pas forcément la meilleure idée pour acheter un médicament, quoi. Voilà. Et en théorie, tous les médicaments de prescription ne peuvent pas être vendus sur Internet. Enfin, ça reste très encadré. Mais bon, Internet, c'est une toile mondiale. Tu parlais des médicaments de prescription. La prescription, elle est faite pour contrôler l'utilisation ou pour avertir le patient que c'est un médicament plus fort ou plus... C'est quoi l'esprit de la prescription, d'après toi? C'est des médicaments où l'automédication pourrait être déconseillée. D'accord. Voilà.
Par exemple, il y a les antibiotiques. Bon, il faut le bon antibiotique pour cibler la bonne bactérie. Faut pas faire un mauvais usage. D'accord. Enfin, Ça peut être, le ce que rôle tu du dis, c'est que ça médecin, peut le être rôle du médecin contre-productif, est- quoi. Ah oui, 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 non. Le fait qu'il y ait des médicaments de prescription, c'est pensé au niveau des autorités de santé françaises ou européennes et à juste titre, quoi. Oui, oui, oui. Non, Pour éviter. le médicament, il faut savoir l'utiliser, quoi. Un médicament, c'est... Enfin, il y a une maladie, un médicament, c'est pas... On ça en peut revient, on en revient à ton aventure en recherche et développement. Quand on fait de la recherche médicaments, en fait, on essaye de trouver des molécules pour répondre à un besoin. C'est quoi la recherche du médicament? Parce qu'on en a beaucoup parlé à l'époque, quand on parlait de la recherche pour le vaccin Covid, etc. Mais on oublie que on recherche pas uniquement pour des nouveaux vaccins ou on est tout le temps en train de rechercher des nouveaux médicaments. On est tout le temps en train de rechercher. Parfois, on a des recherches et des développements qui aboutissent à des effets qu'on n'avait pas prévus, qui permettent de réorienter même l'intérêt thérapeutique et le développement de certaines molécules. Et en fait, il faut être très à l'écoute. On a d'abord des idées de molécules. Il faut connaître parfaitement bien le métabolisme humain. Il y a toutes sortes de recherches. Il y a les recherches hormonales, c'était là où on était plus spécialisé. Il y a les recherches immunologiques, il y a les recherches cancéro, il y a des croisements dans... Alors, 5 ans d'études, pharmaciens, on ne fait pas de la recherche. Non. Les chercheurs, ils ont derrière des études bien plus développées encore pour pouvoir... Non, moi, je parlais dans la connaissance du métabolisme humain. Sur les 5 ans d'études. Ça, c'est la spécialité du pharmacien. Le métabolisme de base, la façon d'éliminer les molécules, de les protéger pour qu'elles passent à travers et qu'elles aillent agir au bon lieu, oui, c'est ça. au bon endroit. C'est ce qu'on appelle les excipients, ça. La formulation, effectivement, il y a la molécule active, qui est le principe actif, entouré d'excipients, qui est tout ce qui permet d'enrober cette molécule active pour la rendre absorbable par le corps, ouais. Et qu'elle aille au bon endroit, la protéger du milieu gastrique si c'est nécessaire, enfin lui donner un goût acceptable pour les sirops. Ah oui, lui donner un goût acceptable. On a tous le souvenir du médicament qui est pas bon, qui est difficile à prendre, surtout par voie orale. Souvent, c'est compliqué parce que ça a toujours un goût, le médicament. On peut pas mettre des saveurs dans le médicament. Si, parfois on met de la fraise. On leur met pour que les petits l'acceptent, puissent le prendre sans le recracher, quoi. Et ouais. Parfois même le mauvais goût donne de l'efficacité. Ah, ça fait partie de l'effet placebo. Ça a mauvais goût, donc ça marche. Non, mais je plaisante en disant ça. Non, mais c'est possible. Ça peut être possible. Ça peut être possible dans la perception. Non, mais l'idée, c'est de développer des médicaments le plus acceptables possible. Au début, par exemple, des traitements du sida, il fallait qu'ils absorbent un nombre de médicaments par jour qui était infernal, avec des effets secondaires. Maintenant, c'est beaucoup plus limité. Ça, c'est les fruits de la recherche, du développement. C'est du développement c'est à partir des molécules, et donc à partir de ce qu'on a identifié comme les principes actifs nécessaires, de travailler à leur absorption, à leur acceptabilité, à l'amélioration qu'ils rendent au service médical du patient, quoi. Ça a été une grosse partie du R&D de pharmaceutique, les médicaments du sida. Ah oui, beaucoup de laboratoires ont travaillé dessus. Et ils ont d'ailleurs réussi à faire en sorte semble-t-il, les résultats sont... les personnes vivent sans trop d'effets secondaires, de façon agréable et à long terme, et n'aient pas envie d'arrêter leur traitement, tellement le traitement était désagréable à prendre, et pour une fin... Pour une fin dictée, quoi. Oui. Non, il y a des... le cancer... dans le cancer, il y a eu énormément de recherche et développement et de progrès. Il y a des cancers dont on guérit, et définitivement, quoi. Ouais. Et d'autres où on a des rémissions qui sont très longues. Enfin, et avec des traitements, on essaie de plus en plus acceptables. Ouais. Non, on a vu les vaccins pour le Covid qui ont été développés très rapidement. Ils avaient commencé à les développer avant, d'ailleurs, en cancéro. Donc c'est pour ça qu'ils connaissaient déjà un petit peu ces nouveaux procédés.
Non, il y a beaucoup beaucoup de développement partout qui coûtent très cher et parfois qui aboutissent parfois qui tombent à l'eau, hein, malheureusement aussi. Ouais. Mais c'est C'est une une très très belle industrie, industrie. Ouais, c'est une magnifique industrie parce que c'est une industrie qui soigne, quoi. Qui a Oui, on fait les choses pour soigner. on fait des choses. Enfin, le but est un beau but. Bah oui. Voilà. Tu sais, il y a quand même aussi cette image dans certaines compréhensions que l'industrie pharmaceutique privilégie la rentabilité par rapport à l'efficacité, ou en tout cas à certains moments. Parce qu'il y a eu deux, trois, alors je dirais pas scandale, mais il y a eu deux, trois affaires de médicaments qui étaient mis sur le marché qui se sont avérés sur la longueur, se sont révélés ne pas être, comme tu dis, cette balance bénéfice-risque, elle s'est inversée au bout d'un moment. Est-ce que dans l'industrie, ce sont des phénomènes qui font peur? C'est-à-dire, quand on est dans l'industrie pharmaceutique, est-ce qu'il y a le poids de cette responsabilité-là, tout le temps? Si ce que tu dis a été volontaire, bon enfin, moi j'ai jamais été confrontée à Non. ça, donc j'ai jamais eu le poids qu'on a, c'est qu'on a à chaque fois qu'on libère un lot, parce que chaque lot de médicaments fabriqué, contrôlé et vérifié, dosé, et se dire, enfin moi je me suis toujours dit, est-ce que je le prendrai, est-ce que je le donnerai à mon fils, ou est-ce que je le donnerai à ma mère, ou est-ce que je me le prendrai moi-même? Voilà. Mais il faut effectivement que tout soit parfaitement conforme. C'est une industrie. Alors c'est vrai que ça a été très légiféré à la suite de problèmes. Il y avait eu aux États-Unis un problème, une étude clinique qui avait été falsifiée, qui avait entraîné. Et c'est là que l'industrie, c'était il y a des dizaines d'années, hein, mais que c'est mis à se réglementer au niveau international, hein, d'ailleurs, de plus en plus. Et enfin bon, des voyous, il y en a. Il peut y en avoir toujours partout, mais c'est vraiment, je pense, il y a des tas de process qui empêchent de faire ça, même de procédures. Enfin, ça me semble surnaturel, quoi. Ce que je dis. Mais ma question, c'était plutôt de dire, tu dis c'est une industrie qui soigne, mais c'est aussi une industrie qui a une grosse responsabilité. Du coup, c'était ça, de savoir si on a conscience. Et tu me réponds, tu me dis, ma question à moi, c'était de me dire, est-ce que je le prendrai moi-même, ou est-ce que je le donnerai à mon fils, ou est-ce que je le donnerai à ma mère? C'est ça la responsabilité, en fait. Oui, oui, la responsabilité, elle est énorme. Elle est énorme, quoi. De donner un produit à quelqu'un qui va se soigner avec, c'est une vraie responsabilité. Mais on encadre, tout est encadré pour pas qu'il y ait de problème, en fait. Alors justement, puisque tu as toujours voulu être pharmacien, que tu as fait de la recherche et développement, que tu es président du conseil de l'ordre des pharmaciens, quand on te propose de devenir présidente du conseil d'administration du CHPG, alors il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de choses entre les deux, mais en fait j'étais administrateur. Tu étais déjà administrateur. J'étais déjà administrateur dans le conseil d'administration du CHPG, et bon on me l'a proposé. Je sais pas si c'est parce que j'étais pharmacienne, parce que j'avais été. Tu étais membre déjà depuis quelques années, quand même. J'étais membre depuis... En fait, je suis rentrée dans le conseil d'administration du CHPG après avoir été au conseil économique et social. D'accord. Il y a une place qui est donnée au conseil économique et social. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le conseil d'administration du CHPG. D'accord. Et c'est vrai qu'en tant que pharmacienne, j'ai peut-être une légitimité un petit peu supérieure pour un peu mieux comprendre certains problèmes de santé. Peut-être. Parce que quand on est au conseil d'administration du CHPG, enfin d'un hôpital, hein, pas de celui-ci en particulier, c'est quoi le rôle du conseil d'administration? Est-ce que les administrateurs parlent du fonctionnement de l'établissement? Alors, on ne rentre pas dans la gestion de l'établissement du tout. La gestion, il y a une directrice. La gestion, c'est la direction. C'est la direction qui gère l'hôpital. Mais nous, on est administrateurs et on a des décisions à prendre qui sont orientés au sein du conseil d'administration. Il y a un représentant de la commission médicale d'établissement qui représente les médecins, le corps médical. On a un représentant des praticiens hospitaliers, du syndicat des praticiens hospitaliers. On a un représentant de la mairie. Enfin, il y a différents représentants et des représentants du gouvernement, bien sûr.
Et donc, c'est d'administrer, mais de haut, quoi. Il y a les nominations des médecins, après des jurys de concours, donc là, le fonctionnement normal, le budget, bien sûr, de valider les grandes orientations. Mais on n'est pas dans la gestion du tout de l'établissement. Pas dans le quotidien. Pas dans le quotidien. Et dans les travaux, alors? Parce que ce nouveau CHPG, il arrive bientôt ou pas, alors? Ouais, normalement, il y a la première tour qui devrait arriver en 2026. Oui, c'est ça. Voilà, on l'attend. Mais il y a déjà une grosse partie qui va sortir de terre, qui va être visible là dans les mois qui viennent. Ça commence à être petit peu visible quand on passe pas trop loin. Ça monte d'ailleurs vite, hein, comme tous les travaux à Monaco. Une fois qu'ils commencent à sortir de terre, après, ça va beaucoup plus vite. Eh ben oui. Et oui. C'est les fondations qui sont les plus complexes. Surtout chez nous. C'est ça. C'est ça. Ça sera un établissement beaucoup plus grand que celui qui est là aujourd'hui. En espace, il sera un petit peu plus grand et sont certainement beaucoup. Bon, les plans ont été déjà décidés depuis longtemps, hein, mais en cherchant à ce qu'il soit fonctionnel, en fait, et plus neuf. Plus adapté. Attractif. Plus attractif. Avec de belles chambres et un corps médical bien compétent. On a beaucoup de chance à Monaco d'avoir l'hôpital actuel déjà, hein, et puis le futur encore plus, mais on a une santé qui a un très très bon niveau et ça fait partie des points qui sont très importants pour nous déjà résidents, mais pour toutes les personnes qui réfléchissent à s'installer, c'est quand même un sujet qu'on regarde, donc la santé. Bah oui. Et on a cette chance d'avoir un hôpital avec de bons médecins et on a les moyens de fonctionner. On donne les moyens à l'hôpital de fonctionner de façon agréable, d'avoir du temps consacré aux patients, ce qui est important aussi. Oui, parce que c'est vrai que globalement, alors le milieu de la santé, le milieu médical en général, semble, et le Covid l'a mis en exergue, semble souffrir. Quand même. Alors pas à Monaco en particulier, mais en tout cas semble souffrir. Et pas seulement en France. On a vu la NHS en Grande-Bretagne, enfin des milieux. Tout dépend de la vie médicale qui était en souffrance. Manque de moyens, manque de personnel. Et manque de médecins aussi, surtout. Là, je parle plus pour la France, mais ça fait des années qu'on a formé pas assez de médecins, quoi. Et pas assez de pharmaciens d'ailleurs aussi, mais pas assez de médecins. Il y a aussi un numerus clausus à la sortie des études, quoi. Et à l'entrée, hein, les concours d'entrée, bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est si sélectif. C'est pour ça que la première année, c'est l'année qui tue, ce qu'on dit toujours. Hein. C'est qu'il y a un numerus clausus, il faut être très, très sévère pour qu'il n'y ait pas trop de candidats. C'est ça que tu dis? C'est ça que je dis, et on l'a été pendant trop longtemps. Ouais. Et malheureusement, aujourd'hui, on est quand même quelque part en pénurie de médecins au niveau... Alors là, je parle national France, mais même nous, à Monaco, quoi. Bien sûr. C'est une profession qui... Ceux qui sont actifs sont surchargés de travail et ils peuvent pas donner plus que leur journée, quoi. C'est clair. Mais on a effectivement... le diagnostic a été fait et petit à petit, on essaie de remonter le nombre de médecins, mais... Les infirmiers aussi. Alors, les infirmiers à Monaco, par rapport au nombre de patients, on a beaucoup plus d'infirmiers qu'en France. Donc, on met beaucoup de moyens dans notre hôpital. Ouais. Donc, ce qui nous permet de donner un service. En tout cas, c'est pas à cause du manque de moyens qu'on met tous les moyens qu'il faut. Ce sont des sujets, alors pour revenir au CESE, ce sont des sujets que vous abordez au CESE, notamment sur la qualité du service de santé. Ce serait quoi un sujet typique de discussion du CESE, par exemple? Aujourd'hui, par exemple... le travail de nuit. En fait, il y a des... Par exemple, ce sont des... Ça pourrait. On avait travaillé, par exemple, sur le don de congé. Ah oui. Qui est devenu une loi, donc on a été très contents. Mais bon, c'était un sujet qui a dû être vécu par une personne dans les membres et une entreprise qui l'avait mis en place ponctuellement. Et on s'est dit que c'était extraordinaire et tellement humain comme projet. Et donc, on a proposé, comme idée, comme vœu, c'est ça, parce de mettre en place le don de congé. Et puis, bon, évidemment,
quand l'idée est bonne, tout le monde la reprend et on est tellement heureux que ce soit devenu une loi, quoi. Oui. Parce que ce qui est important de rappeler pour ceux qui nous écoutent, c'est que le CESE n'a pas de pouvoir, en fait. Hein. Alors, le CESE n'a aucun pouvoir. On est donc une assemblée, donc tout à l'heure, je disais, de 3 collèges, donc on est 36 membres. D'accord. À réfléchir ensemble, répartis en diverses sections. Alors, on a 7 sections en fonction des affinités, la section plutôt affaires financières, la section commerce et tourisme, environnemental, enfin bon, il y a 7 thématiques, et chacun des membres s'inscrit dans la thématique où il se sent le plus contributeur, quoi, et avec la possibilité d'apporter le plus de plus-value possible, et qui lui plaît, bien sûr. Oui. Et donc chacun réfléchit à des sujets. Alors, soit on s'auto-saisit sur des sujets qui nous semblent pertinents et tout membre peut amener un sujet à discuter. Ouais. Donc la section elle-même valide ce sujet une fois qu'elle l'a bien travaillé. Et puis c'est apporté en séance plénière où là, les 36 membres votent en faveur ou pas de ce projet de vœu, qui devient un vœu s'il est adopté. Et ces vœux, après, sont... Le vœu, comment on fait? On formule le vœu auprès du gouvernement? Comment on fait? Nos travaux, donc nos vœux, sont, et le PV de nos séances plénières, en fait, sont donnés au gouvernement, sont transmis au gouvernement, au Conseil national et au Palais, et à la mairie. Et à la mairie. Voilà. Et charge à eux de trouver un intérêt ou pas, de s'en saisir, d'y donner suite, de voir nos débats en fonction des débats, des réflexions des uns et des autres. Alors, est-ce que la présidente du CESE, elle prend des rendez-vous, elle va voir des conseillers de gouvernement ministres alors, pour défendre un vœu plus qu'un autre ou pour présenter les vœux en général? Est-ce qu'il y a des moments où la présidente, parce que je dis la présidente parce que c'est toi, mais où le président du CESE fait ce genre de démarche? Alors, s'il estime le vœu très nécessaire ou s'il voit qu'il a fait un vœu, enfin, si on voit qu'on a fait un vœu et sur lequel aucune suite n'est donnée... alors qu'on l'estime important, ouais. Très important, on peut très bien aller voir le conseil de gouvernement adapté au vœu et aller lui réexpliquer, lui montrer l'importance du vœu, le sensibiliser à ce vœu, qu'il reprenne le vœu. Mais ce dont on se rend compte, c'est que souvent... les vœux sont pas... Bon, là, je t'ai pris le don de congé qui a été à peu près fait exactement de la même façon. Mais sinon, il y a des vœux qui sont formulés et qui, après, ressortent, mais d'une façon différente, mais qui répondent à cette problématique qui a été soulevée. Donc ça engage des réflexions. Ça engage des réflexions. C'est des sujets, en fait, qui nous concernent, nous, représentants, en fait, de la communauté économique de Monaco. Mm-hmm. Et donc, des points sur lesquels on estime qu'on pourrait améliorer les choses, que ce soit de façon au niveau économique, environnemental. Parfois, on a de nombreux sujets. Et c'est vrai que chaque fois qu'on sollicite des membres du gouvernement pour venir nous parler, nous expliquer leur point de vue, c'est toujours très, très enrichissant. Il y a une réponse favorable systématiquement. On a un très bon accueil. On est d'ailleurs, certains de nos membres, en fonction dans de nombreuses commissions. Donc, commissions, comités, c'est très, très actif tout ça. Ça représente combien de la journée de Caroline, ça? Ça représente pas mal. Alors, non, c'est... Parce que ça, plus le conseil de l'ordre des pharmaciens, ça doit faire, à la fin de la journée, ça doit commencer à faire beaucoup. Je vais te dire, il faut être bien organisé. Non, mais en fait, toutes les fonctions, les différentes fonctions que je peux avoir s'enrichissent les unes les autres, en fait. On se rend compte que... et même ma pharmacie, que je fais moins maintenant, bien sûr, mais ça me sert. Et tout ce qu'on apprend, toute notre vie, en fait, ça nous sert pour plus tard. Là, je vois récemment une petite start-up. J'ai retrouvé une amie avec qui j'étais à l'ESCP qui s'occupe de tout ce qui est marketing, relations avec... Alors, c'est une start-up dans le monde de la santé, bien sûr. Oui. Donc, qui connaissait parfaitement bien les oncologues. Un ancien chercheur de chez Theramex qui a évolué, parce que Theramex n'existe plus, mais qui avait créé sa start-up, qui avait fait des levées de fonds, des rencontres avec Clavier, qui nous a rejoints aussi. Enfin, donc, en fait,
tout s'enrichit Tout dans tous les sens, en fait. Tout s'emboîte. Tout s'emboîte. C'est vrai que Tout s'emboîte. plus on vieillit, plus on se rend compte que toutes les expériences... Plus on vieillit, mon Dieu. Toutes les expériences s'enrichissent les unes des autres. Et à part tout ça, bon, tout à l'heure, tu as mentionné mon fils. Alors, tu as un fils? J'ai un fils qui a 21 ans. Ah, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui? Alors, lui, il est en train de vraiment trouver sa voie. Donc, parce que c'est pas si évident. Il n'a pas souhaité devenir pharmacien. C'est ça. La question que j'allais te poser, c'est est-ce que ça s'est transmis? Est-ce que lui veut être pharmacien ou pas? Non. Alors, ce qui s'est transmis, c'est que son papa, qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais avait également un laboratoire pharmaceutique. Donc, c'est à dire à quel point moi j'étais baignée là-dedans. Ouais. Toi, tu y étais jusqu'au cou. J'y étais jusqu'au cou. Maman avait ses parents qui étaient pharmaciens, chirurgiens, enfin bon, vraiment. Mais le papa de Victor avait aussi 2 autres garçons, dont un qui est complètement entrepreneur aussi. Donc, mon fils, il a pris la fibre entrepreneuriale, je crois vraiment. Et donc là, maintenant, il est en train de vraiment... Enfin, il a trouvé, j'ai l'impression qu'il s'épanouit. Il est en train de faire un stage de fin d'études, mais dans le monde de la finance. Et c'est là-dedans qu'il semble vouloir évoluer. Ben oui. Voilà. En tout cas, j'en suis ravie. Donc. Voilà. On est toujours heureux de voir nos enfants trouver leur voie. Exactement. C'est ça. Mm. Et donc, qu'est-ce que tu partages? Parce que j'imagine que s'il fait de la finance, il ne doit pas être ici. Alors là, en ce moment, il y a un stage à Paris, effectivement. Ouais. Donc, il a grandi. Alors déjà, on partage Paris, parce que oui. j'ai passé beaucoup de temps à Paris, et donc j'adore Paris. Et alors, il me montre ce qu'il a vu. Là, il était à Art Paris. Là, il m'a montré des photos d'expo, de meubles qu'il sait que je recherchais, de petits trucs. Tiens, j'ai vu ça. Ah, c'est bien. Tu voyages? Alors, j'ai fait beaucoup de voyages avec mon fils, en l'occurrence, mais j'aime bien les voyages. Et j'en ai fait... il a perdu son papa quand il avait 5 ans. Donc, tous les ans, on se faisait un voyage. Donc, je lui montrais pas mal d'endroits. Et alors, oui, j'adore voyager. Alors, des voyages divers et variés. Hein. On s'est fait des safaris, on s'est fait de l'héliski, on s'est fait... T'es plutôt froid ou chaud? J'aime les deux. Ah, j'adore les deux. J'adore d'ailleurs vivre ici avec une saison d'été, une saison d'hiver. C'est vrai. On a la montagne à côté, on peut faire du ski, puis l'été, la plage sur place. Enfin, on est dans une région fantastique. Tout, hein. On a tout, on est... C'est vrai. Donc, on ne se rend pas compte de notre bonheur d'ailleurs de vivre dans un pays comme Monaco, quoi. Avec en plus la sécurité. Je parlais de la santé qui était... Ouais. Enfin, on a tout chez nous, quoi. Et pourtant, c'est une amoureuse de Paris qui dit ça. Hein. Et je suis amoureuse de Paris, mais je suis très, très heureuse à Monaco. J'ai adoré être étudiante à Paris, mais j'étais très contente d'élever mon fils à Monaco aussi. Oui. Alors, tu disais, sans rentrer peut-être trop, mais tu disais donc qu'il a perdu son papa à 5 ans. Comment on fait pour allier... parce que tu te retrouves seule avec lui, du coup. Je me retrouve seule avec lui et je reconnais que ça a été... J'ai eu, comme certainement beaucoup de mamans qui travaillent, mais des tiraillements entre... en particulier quand j'étais au Conseil national, d'ailleurs. Parce que au Conseil national, tous les sujets sont passionnants pour peu qu'on mette le doigt dedans. Comme je suis curieuse, je mettais le doigt dans les sujets, quoi. Il avait quel âge, Victor? Parce que c'est la mandature 2013-2018. Alors, 2013, il avait 8 ans. Oui, c'était petit quand même. Non, c'était petit. Alors, bon, donc, j'étais souvent tiraillée. Donc, j'avais mes parents qui étaient là, quand même, qui me le gardaient aussi. On fait ses choix comment, quand on est tiraillé? Parce que je t'en parle en connaissance de cause. Imagine bien que je fais partie des mamans tiraillées, qui ont été très tiraillées. Comment tu as fait tes choix? En fait, tous les matins, quand je l'amenais à l'école, on passait à l'époque devant la gare où il y avait le passage clouté qui faisait des bouchons énormes. Ouais. Et à ce moment-là, mon fils me disait, si un jour tu es conseiller national, il faudra que tu fasses quelque chose pour ça et que tu leur dises de faire un souterrain. Et alors, il était petit, je lui ai dit, mais je me présente si tu veux, mais ça me prendra du temps. Je ne pensais pas que ça m'en prendrait autant. Hein. Pour être honnête, c'est quand même... On est toujours surpris. J'ai été surprise du temps que ça prenait. Alors, du temps que je lui ai donné aussi, parce que je m'étais quand même engagée, et c'est les monégasques qui avaient voté pour moi, quoi.
c'était honnête de rendre, tout à l'heure, de m'investir. quand je t'ai posé la question, j'ai dit comment tu faisais tes choix. Je me suis dit, il y a des moments où Caroline n'a pas dû avoir le choix. Parce que c'est ce que tu dis. Quand tu es élue, tu n'as pas vraiment le choix. Tu as une confiance qui t'est donnée. Voilà. Et je suis quelqu'un qui je vais au fond des choses, quoi. Quand je fais quelque chose, je veux le faire bien. Et pour le faire bien, il faut le travailler. Et pour le travailler, c'est du temps. Donc, c'est vrai que je donne du temps à tout ce que je fais. Et c'est vrai que c'est ce qui entraînait le fait d'être tiraillée, en fait. Hein. Le mandat au Conseil national, c'est quoi les souvenirs principaux? Qu'est-ce que tu en as retiré? J'ai énormément appris déjà sur Monaco, sur mon pays. Ouais. Sur le fonctionnement, ouais. sur les personnes. Ça a été très, très, très enrichissant. Sur le monde politique aussi, parce que moi, je venais du monde industriel. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Même le vocabulaire est différent, quoi. Ouais. C'est le monde industriel, on réfléchit à un problème, on cherche la meilleure solution et on fonce. Ouais. Voilà. Le monde politique, on voit un problème, on réfléchit à des solutions. C'est d'ailleurs, quand on est au Conseil national, pas à nous de faire, c'est le gouvernement qui fait, mais le temps n'est pas le même, quoi. Le temps n'est pas le même. Le temps n'est pas le même. Et c'est vrai que je m'étais engagée à Monaco parce que, bon, déjà, je suis naturalisée monégasque, donc je voulais remercier. Enfin, c'était une façon pour moi de remercier mon pays, de donner de mon temps à mon pays. Mais en me disant aussi, Monaco, c'est un petit pays. On est proche du gouvernement, proche les uns des autres, et on peut avoir un impact. C'est vrai. Je pense qu'un parlementaire en France a moins d'impact qu'un parlementaire à Monaco qui voit le ministre en permanence. S'il a une bonne idée, le ministre va faire son idée, quoi, et va la développer. Il y a des circuits plus courts. En France, c'est beaucoup plus long. Donc je me suis dit, à Monaco, on peut l'avoir cet impact, donc ça vaut le coup de tenter l'aventure, quoi. Bah oui. Et ça a été très enrichissant. Mais 5 ans, c'était assez. 5 ans, c'était assez. Et puis, c'est vrai que quand je ne me suis pas représentée, j'ai aussi pensé à mon fils, là, qui ne m'avait pas eu beaucoup, peut-être pas suffisamment. Enfin, ce tiraillement, je l'ai vraiment subi. Oui. Là, je l'ai vraiment subi. Et au début, je pensais que les réunions pouvaient être le soir tard ou dans la journée, mais pas de 5 à 8 à la sortie des classes. C'est très souvent les moments où il y a les réunions. Donc c'est vrai que ça m'a... Je l'ai découvert, quoi, en fait. Hein. On m'avait dit, mais si on est élu, on s'organisera comme on veut, mais comme on veut, tout le monde travaille, donc il n'y a pas de choix, quoi. Il n'y a pas de choix. C'est comme ça. Et donc, je ne me suis pas représentée aussi pour être plus, pour lui donner, pour donner du temps à Victor, pour mon fils, pour lui donner un peu de temps. Voilà. C'était aussi une aventure d'être élu. Qu'est-ce que ça fait de se présenter au suffrage? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, si ils votent pas pour moi alors? S'ils n'avaient pas voté pour moi, j'aurais pas été élue et puis j'aurais continué ma petite vie tranquille. En fait, hein. Ça m'a pas. Non, j'étais absolument pas certaine d'être élue en participant. Je débarquais dans le monde politique, quoi. Donc j'y suis allée comme ça. Comme ça. J'avais envie de donner. Bon, si on me choisit, c'est bien, je donne de mon temps. Et puis si on me choisit pas, on me choisit pas. Tant pis. Voilà. Donc tu n'avais pas de pression, en fait. Non, j'avais pas non, j'avais pas de pression. Alors j'avais un peu la pression quand on faisait un meeting, quoi. C'était nouveau pour moi de faire des meetings devant la prise de parole en public. Mais c'est quelque chose que je faisais dans la pharmacie, de prendre la parole en public, mais sur un domaine que je connaissais parfaitement, la pharmacie. Et oui, parce que dans l'industrie pharmaceutique, il y a beaucoup de congrès, il y a beaucoup de rassemblements, il y a beaucoup il faut motiver les équipes, les visiteurs médicaux, les médecins, c'est... Ce que tu as fait, il me semble, à la fin de l'aventure Theramex, tu as fait beaucoup d'animations, communication interne, motivation... Voilà, j'aime bien la communication, faire attention à ce qui est perçu de l'autre côté, quoi, vraiment. Oui. Et ce que j'aime, c'est arriver à convaincre de mon point de vue. Voilà. C'est peut-être féminin comme sensation. J'aime bien que les gens soient convaincus de ce vers quoi on avance et qu'on y avance tous ensemble en étant tous convaincus. Ah oui, voilà. Toi, tu es une collective.
Oui, oui. On peut travailler seul, mais c'est tellement plus enrichissant et de discuter permet d'améliorer l'idée. En fait, de la discussion naît. Quand j'étais après Théramec, j'avais créé un petit laboratoire pharmaceutique de plutôt phytothérapie. Et là, j'avais un chercheur qui était fantastique, qui travaillait avec moi, qui avait fait de la chimie, qui avait fait de la galénique. Et alors, je lui disais, voilà, j'aimerais un médicament là-dedans, dans cette pathologie, utiliser cette plante. Il revenait, il étudiait un peu les brevets, ce qui existait. Il revenait le lendemain, il me dit, on pourrait associer celle-là aussi, et ça donne ça. Puis on allait dans des congrès, on voyait, tiens, ici on fait... Et en fait, c'est vraiment de la discussion du brainstorming, en fait, trouver des solutions, que les meilleures idées sortent, quoi. Et c'est pareil au Conseil économique. C'est ce que j'allais te dire, en fait. Ensemble. Et de la confrontation de nos idées sortent ce qui nous semble le mieux collectivement, quoi, en fait. Comment tu te définirais? Tu dirais que tu es une présidente ouverte, dirigiste? Comment tu es? Parce que tu dis, moi j'aime bien que les gens soient convaincus. Je pense que je suis ouverte, que je donne mon avis, mais que je peux ne pas avoir raison, quoi. On peut en discuter. Donc, je suis ouverte. J'aime effectivement que les gens sont convaincus. En tout cas, pour le moment, je suis une présidente très heureuse. il y a une très, très bonne ambiance entre tous nos conseillers. Donc, c'est très agréable. Et il te reste combien de mandats à la tête du CESE? Alors, c'est mandat par mandat. Donc, ça, j'en ai aucune idée. C'est au choix de notre souverain. Oui. Là, je suis dans mon deuxième mandat, en fait. Dans ton deuxième mandat. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant, alors? Parce que quand on entend... alors, il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, mais... parce qu'on a parlé beaucoup de ton quotidien qui est très, très, très rempli. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Du temps? Ce que j'ai de plus cher aujourd'hui, c'est peut-être le temps, effectivement. Mais je suis en train de me dire, oui, c'est pas forcément une meilleure organisation parce que je pense vraiment être organisée. Mais oui, c'est du temps. Mais du temps, je vois pas où aller le chercher, quoi. Donc, plus j'arriverai à... Le Conseil économique, aujourd'hui, me demande moins de temps qu'hier. Oui. Donc, aujourd'hui... Les pharmaciens, peut-être? L'hôpital me demande plus de temps qu'il ne m'en demandera dans quelques années, j'imagine. Enfin, plus on connaît bien les dossiers, les fonctionnements, là au Conseil économique, en plus j'ai une équipe de permanents qui est exceptionnelle, donc c'est un bonheur. Voilà. Le Conseil économique, tu l'as quand même restructuré aussi. Enfin, tu as pris un mandat où il a fallu restructurer les permanents, remettre en place les structures. Voilà, il y a des personnes qui sont parties, d'autres qui sont arrivées. On a la chance aujourd'hui d'avoir des personnes de très très grande qualité et c'est très agréable, quoi, parce que c'est beaucoup plus facile. Hein. En fait, non, l'équipe est très importante en fait, et dans tous les métiers et partout. Oui, on voit bien que tu es une collective jusqu'au bout. Hein. L'équipe est importante. Hein. Tu prends tes décisions avec elle, toujours. Les décisions, puis même le travail, quoi. En particulier au Conseil économique, c'est des travaux collectifs. Dans les conseils d'administration, c'est collectif aussi. Enfin, c'est vrai que il faut bien savoir de quoi on parle et après, ensemble, trouver la meilleure solution. Et c'est en ça que, très souvent, on fait venir des intervenants extérieurs qui savent, avant de finaliser nos vœux... Oui, vous prenez des conseils. On a besoin de... Enfin, il faut savoir de quoi on parle, quoi. Il faut savoir de quoi on parle. Voilà. Ben voilà, ce sera le mot de la fin. Parfait. Merci Caroline. Merci d'avoir trouvé un peu de temps pour nous. Merci beaucoup à toi.